Bonjour, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous accueillons ce soir le docteur Bozena Michala qui va nous faire donc le plaisir, comme souvent, de nous informer sur un sujet aujourd'hui qui concerne les problèmes ostéo-articulaires, avec un très beau titre Quand la charpente grince. Je trouve ça très, 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 très littéraire, hein. Franchement, c'est de la médecine littéraire. Moi, j'adore comment vous présentez les choses. Donc, vous êtes médecin généraliste à Marseille, expert en micronutrition et médecine fonctionnelle. Vous êtes une passionnée de nutrition et de médecine fonctionnelle. Donc, comme en témoignent vos nombreux diplômes, vous avez un DIU de diététique et d'alimentation santé à Marseille, ainsi qu'un DIU alimentation santé micronutrition à Dijon, et vous participez à de nombreuses études cliniques. Vous êtes une personne qui aimait vous former de manière continue, donc vous avez on a cette chance-là d'avoir une personne qui est passionnée et en plus qui participe de manière continue à plusieurs études cliniques. Et enfin, je vais quand même me présenter en une seconde. Je suis Mounia Benada, je suis distributrice chez Diolife pour ceux qui ne me connaissent pas et ambassadrice de la fondation de Diolife, et David qui co-anime également et distributeur également. Je suis ravie de tous vous accueillir. Je vais laisser la parole tout de suite au docteur pour nous présenter cette conférence. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour partager et vous donner un petit peu de mes connaissances pour que vous puissiez en profiter aussi et faire profiter des autres à travers donc, les contacts des produits Diolife. Alors, attendez que je me connecte. Hop, lancer diaporama. Est-ce que vous me voyez? Je ne crois pas. L'écran, pas encore. Eh oui, voilà. Alors, partagez l'écran. Partagez l'écran. PowerPoint. Voilà, ça arrive. Et on va mettre... ouais, c'est pas encore ça. Ça, c'est le suivant. Escape. On va commencer par la première diapo, c'est quand même mieux. Allez, j'arrive. Juste, je m'organise. Bien, voilà, je voulais juste, avant de commencer, vous dire qu'à la charpente grasse, c'est paraît peut-être poétique, mais mes premières études de médecine, je les ai faites en Pologne. Et en Pologne, on nous enseignait que la médecine, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Donc, je la conçois comme telle. Ce n'est pas une science exacte parce qu'il y a toujours une part d'inconnu qu'il faut s'adapter. Les patients ne sont jamais les mêmes, même s'ils ont les mêmes symptômes. La maladie évolue différemment chez chacun. Donc, j'aime bien rajouter toujours une petite touche c'est pas de la fantaisie, mais d'ouverture pour vous ouvrir un petit peu aussi à ça que la vie, c'est un art, c'est une beauté et ce n'est pas une science. D'accord? Donc, on va commencer ce soir par parler des troubles ostéotendineux, donc de façon peut-être plus générale de l'appareil locomoteur. Et donc ça, on est tous concernés de notre plus jeune âge. Nous sommes tous concernés par ces troubles. Ce sont des troubles qui sont hétérogènes, qui touchent les os, les muscles et les tissus conjonctifs, qui forment ensemble ce qu'on appelle appareil locomoteur. Souvent, c'est lié au vieillissement et à l'usure donc, de notre organisme, avec de multiples facteurs et risques qui s'accumulent tout au long de la vie. Mais les pathologies les plus fréquentes, c'est l'ostéoporose, l'arthrose et toutes sortes de tendinites qu'on appelle de façon plus générale les troubles le trouble musculo-squelettique, qui sont liés à une activité physique qui est non adaptée, qui ne sont pas graves en soi, mais ça peut venir très invalidant et donc il est important de s'y intéresser. Donc, ces troubles musculo-squelettiques représentent quand même, il faut le savoir, ça ce sont les données de la sécurité sociale,
95% des maladies professionnelles reconnues pour des salariés agricoles. Vous savez qu'ils ont tous des gestes répétitifs lors de leur travail agricole. Le Qigong, ça, c'était la technique de relaxation qu'on maintenant utilise, cette technique chinoise donc de gymnastique douce. En fait, elle s'était développée à partir des paysans chinois qui, avant d'aller travailler dans les champs, ils faisaient des gestes lents, des étirements pour justement prévenir le développement de troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est quelque chose qui est connu déjà depuis très, très longtemps. Mais ça revient quand même comme problème de santé actuellement. Et pour 80% des salariés ou des actifs, personnes actives de régime général, ça concerne, voilà, donc, enfin, ça concerne 80% des personnes de régime général, donc qui ne sont pas employés agricoles. Et donc, c'est la première cause des maladies professionnelles indemnisées. Les troubles sont multiples, hein, comme vous pouvez le voir ici. La répartition c'est fait donc au niveau des articulations qui travaillent le plus. Donc, nous avons la plus fréquente, donc c'est l'épaule. C'est les troubles qui sont liés souvent à des gestes répétitifs, une ergonomie de travail qui n'est pas adaptée, qui nous met sous tension cette articulation et peut-être de façon plus générale, donc tout le membre supérieur, tout le bras, le poignet, qui sont également donc en tête des troubles plus fréquents. Donc l'épaule, donc ce sont les tendinites calcifiantes, au coude les épicondylites, au poignet à la main, souvent nous avons les maladies ce qu'on appelle le fameux canal carpien, qui c'est une maladie professionnelle chez les caissières qui ont le geste répétitif de faire passer donc les articles à la caisse. Donc c'est assez invalidant. Nous avons aussi donc les douleurs du rachis. Ça peut être donc dorsalgie, des lombalgies, c'est pratiquement maladie de la société liée à notre mode de vie. Et il ne faut pas oublier aussi donc, le genou hygroma pour les travailleurs maçons ou d'autres personnes qui travaillent beaucoup à genoux. Aussi les problèmes du pied liés peut-être à les chaussures inadaptées. OK. Donc, l'appareil locomoteur, c'est quoi? De façon générale, donc, il faut savoir que c'est une unité fonctionnelle qui est faite donc, du tissu osseux, donc de l'os, qui s'articule à travers donc, une articulation. Et cette articulation est tenue donc, par la capsule articulaire et il y a les tendons qui viennent s'accrocher au niveau des articulations pour permettre le mouvement de cette articulation et permettre notre mobilité. Le tissu osseux, ce n'est pas un tissu qui est inerte, c'est une matière vivante. Il se régénère tous les jours. Petit à petit, il est irrigué. Ce n'est pas un tissu qui est innervé, mais il a une structure qui lui permet de résister aux pressions de grande force et de la traction. C'est sa structure en collagène que vous voyez qui est ici assemblée en fibres de collagène qui sont parallèles tout au long de l'os. Donc selon comme ils sont assemblés, soit ils sont en parallèle, donc nous avons os compact. S'ils sont assemblés de façon croisée, on peut avoir l'os spongieux. Et donc sur cette trame de collagène, donc c'est l'assemblage de nombreuses fibres du collagène qui sont de plus en plus fibrées, triple hélice et puis hélice de collagène, donc qui sont entortillés les uns autour des autres, qui fait que c'est une grande solidité qui permet donc de remplir sa fonction. Mais ça, c'est une première fonction, donc la locomotion, mais il y a une deuxième grande fonction de tissu osseux, c'est de stockage des minéraux, calcium et phosphore, qui sont libérés sous forme ionisée pour pallier à l'homéostasie de l'acidité et alcalinisation dans l'organisme pour que le pH de l'organisme reste toujours stable à 7,4.
Et donc, l'os est dur, oui, certes, parce qu'il y a du calcium, oui, mais ce calcium, il sert justement d'effet tampon. S'il y a une trop grande acidité dans l'organisme, ça permet de enlever le calcium des os pour tamponner donc justement cette acidité pour que pH reste normal. Et la troisième fonction donc des os, c'est la synthèse donc de cellules sanguines, donc des globules rouges, globules blancs et plaquettes qui s'est fait donc dans la moelle osseuse des grandes os. Hop. Donc, comme je vous ai dit, ce tissu il n'est pas inerte, il est en remodélage permanent. Donc, plus on le stimule par des mouvements, donc plus il se renouvelle, plus il travaille et de nouvelles cellules osseuses sont formées et la nouvelle trame osseuse sur laquelle le calcium se fixe est créée. Et donc, tout au long de la vie, ça change. Donc, c'est toujours un équilibre entre la formation de l'os, qui est faite par des cellules qui s'appellent les ostéoblastes, ou la résorption de l'os, qui s'est faite par des cellules qui s'appellent les ostéoclastes. D'accord? Donc, au début de notre vie, nous avons beaucoup plus d'ostéoblastes, donc qui viennent, qui forment l'os, qui forment cette trame osseuse, donc c'est cette trame protéique du collagène sur lequel on fixe les cristaux de hydroxyapatite pour la solidité. Et une fois la rangée est finie, arrivent des ostéoclastes qui portent de fond l'os. Et aussitôt fini, les ostéoblastes arrivent à nouveau et ainsi de suite. Le cycle se renouvelle. Donc, tous les 10 ans, l'os est entièrement renouvelé. Donc, les facteurs qui jouent sur ce remodélage osseux, c'est évidemment donc l'activité physique. Plus on bouge, plus l'os se renouvelle mieux et plus il est solide. Notre environnement nutritionnel, évidemment, il joue un grand rôle parce que plus on a un milieu qui est acide ou enflammé par exemple, comme chez les personnes obèses, il y a une inflammation de bas grade, vous le savez. Donc, ça ne favorise pas la formation osseuse, ça favorise la résorption osseuse, donc l'activité des ostéoclastes qui détruisent l'os, il y a moins qui se forment. Après, il y a des prédispositions génétiques et évidemment l'âge qui est un peu inéluctable. Nous avons ensuite les tendons. Les tendons, donc ça c'est intermédiaire entre l'os et muscle. Ils ne sont pas vascularisés, mais il y a les terminaisons nerveuses qui ont un rôle très important dans la perception donc, de l'équilibre. Ça s'appelle la proprioréception et la perception de la douleur. C'est pour ça que les tendinites sont très douloureuses, même c'est voilà, donc c'est difficile de fois de le prendre en charge. Et la structure, pareil, de fibres de collagène qui sont entortillées les unes contre les autres assure la grande stabilité et résistance aux étirements. Donc, pour qu'un ligament se rompe, vraiment, il faut que le choc soit très violent ou vraiment il y a un problème inflammatoire sous-jacent chronique qui petit à petit ronge le collagène et fait que les tissus ne se régénèrent pas bien. Mais le fait qu'ils sont soit pas beaucoup vascularisé fait qu'il se régénère beaucoup trop lentement. Donc pour régénérer par exemple un tendon de cheville après une entorse ou après une rupture, il faut au minimum 6 semaines s'il y a eu juste une élongation. Donc il faut vraiment prendre soin de nos tendons. Et on arrive aux articulations. Donc, qui sont constitués du cartilage. Pareil, on trouve ici la trame du collagène, mais ce collagène, il est beaucoup moins dense. C'est une trame qui n'est pas parallèle, c'est une trame voilà, carrée, dans laquelle il se trouve d'autres substances qu'on appelle les protéoglycanes. Ce sont des protéines qui sont donc associées avec des sucres qui assurent donc une grande affinité pour l'eau, ce qui fait que le cartilage, ils sont assez mous, ils sont riches en eau, ce qui fait qu'ils sont résistants à la pression. Entre donc cette trame aussi, on trouve de l'acide hyaluronique qui aide aussi à
hydrater ce tissu de cartilage qui est essentiel pour son bon fonctionnement, pour absorber les chocs subis par les articulations et donc résister vraiment aux excès de pression. Vous voyez, chaque ici élément de notre appareil locomoteur a ses particularités. Ils ont quand même des points communs, mais ils ont quand même leurs particularités. Donc, nous allons voir ensemble comment ça joue sur notre santé. Donc, notre santé osseuse dépend donc à 60% des facteurs génétiques et à 40% de notre mode de vie. Donc, ce n'est pas une fatalité d'avoir une prédisposition génétique à avoir, donc, par exemple, de l'ostéoporose. Parce que, bon, il y a tellement de gènes qui sont différentes, qui interviennent dans le métabolisme osseux, que sont sous influence de facteurs donc, environnementaux, qu'on peut inverser la tendance et ce n'est pas une fatalité. On peut très bien ralentir la courbe de décroissance de l'os et préserver au maximum notre capital osseux. Donc, facteur déterminant aussi très important, c'est donc si on ne bouge pas, vous savez, c'est l'ostéomalacie. Ça veut dire que l'os, il n'est pas stimulé, il ne se renouvelle pas. On n'a que de la résorption osseuse. Et donc, il devient bon, un peu, il n'est pas solide, il est mou. Parce que donc, la trame osseuse est très lâche. Et donc, on peut presque le plier. Chez les enfants, c'est l'ostéomalacie. Par exemple, carence en vitamine D, on pourrait avoir chez les enfants les os ils ont les os mous et on voyait les jambes très arquées chez certaines personnes. Donc, on peut dire que dans leur enfance, ils ont manqué de vitamine D ou de protéines pour faire des os suffisamment solides. Donc, on vient à la malnutrition. Dans notre alimentation moderne, nous avons peu d'aliments essentiels comme protéines riches en collagène, peu de minéraux. Donc, l'alimentation est ultra transformée, très acidifiante, fait que le système locomoteur ne fonctionne, fonctionne moins bien, il se régénère moins bien, il vieillit plus vite. Et aussi, nous retrouvons notre microbiote, qu'on peut dire qui est chaînon manquant dans cette histoire, parce qu'il est impliqué à plusieurs niveaux dans les problèmes de l'appareil locomoteur. Première chose, le microbiote sécrète de la vitamine K, qui est indispensable à la fixation, donc à l'activité des ostéoblastes pour favoriser donc la croissance osseuse. Deuxième chose, c'est un microbiote est responsable de la perméabilité intestinale. En cas de perméabilité intestinale, toutes les toxines de l'intestin passent à la barrière intestinale. Ils aiment beaucoup se fixer au niveau des articulations et donc sont grands pourvoyeurs de l'arthrose, qui est une maladie d'inflammation chronique. Donc, assimilation des aliments aussi, troisièmement, ne se fait pas bien par l'intestin et donc notre système immunitaire fonctionne moins bien et donc crée de l'inflammation qui, elle, aggrave encore le statut osseux et le problème. Donc, dans les facteurs environnementaux, aujourd'hui, ce qui est pointé de doigt, c'est le changement de notre alimentation. Donc, pour vivre heureux, nos gènes ont été façonnés il y a des millénaires et donc l'alimentation d'un chasseur-cueilleur à l'époque des paléolithiques, vous voyez, consommait une grande quantité de viande, mais qu'elle constituait seulement 35% de sa ration alimentaire. Donc, dans notre époque moderne, la quantité de viande est bien moindre par jour, mais comparativement à nos ancêtres, nous consommons très peu de fruits et légumes qui sont riches en potassium. Donc, nous retrouvons finalement avec un déficit en potassium qui est un grand facteur donc, de l'acidité de l'organisme qui favorise la résorption osseuse et donc la fragilité articulaire, okay, la fragilité donc, de l'os. Les céréales, les ancêtres n'en mangeaient très peu. Dans notre alimentation moderne, il y a 35% et certaines substances comme les phytates peuvent donc empêcher l'absorption de peu de potassium que nous pouvons avoir dans notre alimentation. Donc, ça augmente encore le déficit.
Et donc, cette acidification de l'alimentation a conduit, donc la protéine a diminué 2 fois et l'apport en potassium a diminué 4 fois. Donc, vous voyez venir les problèmes suite à l'alimentation actuelle. De plus, vous voyez la sédentarité est quand même, c'est une plaie pour notre société. De faire 10 000 pas par jour, pour certaines personnes, ça leur paraît improbable. Alors ça, c'est le minimum que notre corps doit faire pour juste s'entretenir. C'est pas pour être en bonne santé, mais juste pour digérer ce qu'on a mangé. Et voilà, donc l'équilibre acido-basique. J'insiste beaucoup, mais c'est quand même vraiment très important pour le comprendre que notre os a besoin de cet équilibre acido-basique. Il a besoin des aliments alcalinisants pour justement freiner la résorption osseuse et garder les os en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, alimentation style Western diet de fast food produit un excès de l'acidité dans l'organisme qui donc met en place les tampons osseux, donc décalcification, par l'activation des ostéoclastes et que ça conduit donc à la déminéralisation osseuse et donc ostéoporose précoce. Donc pour résumer, les incontournables dans la bonne santé osseuse sont les nutriments essentiels qui est la protéine, donc ici c'est le collagène, apport en minéraux, calcium, magnésium et potassium, donc qui ont calcification pour la solidité de l'os, mais pas uniquement. Il ne faut pas oublier, ce sont donc les tampons pour l'équilibre acido-basique. La vitamine K qui permet donc fixation du calcium au niveau de l'os et aussi qui intervient au deuxième niveau, par niveau l'absorption du calcium par l'intestin. Et très importante, la vitamine K, fabriquée par notre microbiote, à l'origine, en théorie, dans les conditions idéales, qui est elle, indispensable à la calcification de l'os et à la prévention donc, de l'absorption osseuse excessive. Donc, comme cofacteur, on va trouver la vitamine A, la vitamine C qui est indispensable à la synthèse du collagène. C'est un cofacteur d'une enzyme de la dernière phase de la synthèse du collagène. Donc, sans vitamine C, il y a le scorbut. Et donc, ça veut dire que le collagène n'est pas de bonne qualité. Et donc, les soucis arrivent. Nous avons aussi les oméga 3. Il ne faut pas les oublier parce que par leur action anti-inflammatoire, elles jouent sur donc, la santé osseuse en diminuant l'inflammation qui stimule donc la résorption osseuse. Alors, un mot sur la vitamine D. Donc, elle va de pair avec le calcium. C'est un tandem inséparable. Et donc, quand je vous ai dit, ça augmente l'absorption du calcium par l'intestin et permet la fixation donc, du calcium sur la trame protéique de l'os. Donc, si nous avons une trame protéique qui est solide, qui est bien maillée, parce que nous avons donc des protéines par ailleurs en quantité suffisante, nous ferons de l'os solide quand le calcium s'y fixera, donc ça sera l'os de bonne qualité. Donc il faut savoir que les produits laitiers, ce n'est pas les amis pour la vie. Nous n'avons pas besoin énormément du calcium parce que la quantité du calcium absorbé par l'intestin, elle est régulée en fonction des besoins. Et jamais plus de 10% de calcium est absorbé de l'intestin. Mais il s'est régulé par la vitamine D. Donc, en fonction déjà du taux de vitamine D, on absorbe plus ou moins du calcium. Donc, première chose qu'il y aurait à faire, c'est à veiller à avoir surtout le taux de vitamine D suffisant. Pour le calcium, notre alimentation, même si nous ne mangeons pas de laitage, nous avons suffisamment de calcium dans notre alimentation, rien que dans l'eau du robinet, dans la viande que nous consommons, dans les légumes. Il y a toujours du calcium et ça suffit amplement pour les besoins quotidiens, sauf peut-être les enfants pendant la croissance. Donc là, il faudrait veiller effectivement au laitage. Mais une fois nous avons fini notre croissance, nous n'avons pas besoin du calcium des produits laitiers en grande quantité, d'autant plus qu'ils sont très acidifiants. Donc ça perturbe encore l'homéostasie de l'organisme et finalement, c'est l'inverse de l'effet recherché.
Ok, donc la vitamine K, le nom vient de K comme coagulation. Ça a été trouvé au début du XXe siècle, aux années 1920 environ, par un Allemand. Qui a trouvé que c'était une vitamine qui était indispensable comme cofacteur de la cascade de la coagulation. Mais depuis, on lui a trouvé d'autres vertus. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc soluble dans les graisses pour être absorbée, faire son effet. Donc, si les personnes font les régimes alimentaires divers restrictifs, surtout sans graisse pour ne pas prendre du poids, eh bien, on prive le corps de l'absorption de la vitamine K, notamment de l'alimentation. Mais vitamine K, ce n'est pas une vitamine unique, c'est toute une famille de vitamines. Nous avons vitamine K1, c'est la phyloquinone, qui est présente naturellement dans les fruits et légumes à feuilles vertes, donc notamment par exemple des brocolis ou des crucifères. C'est elle qui intervient justement dans la coagulation. Donc, quand on donne des médicaments, les antivitamines K, on dit aux patients ne pas manger de brocolis ou de crucifères parce que justement, ça peut perturber donc la coagulation, ça peut diminuer l'effet anticoagulant recherché du médicament. Mais c'est bon, c'est un peu relatif, il suffit juste d'adapter les dosages et pas priver quand même les gens des légumes verts qui ont plein d'autres vertus par ailleurs. Dans la santé osseuse, ce qui nous intéresse surtout, c'est la vitamine K2, c'est la ménaquinone MK7, qui est synthétisée donc par la flore intestinale, par des bactéries de flore intestinale, ou on peut la trouver dans les produits fermentés, comme le natto, c'est le plat traditionnel japonais. C'est du soja fermenté, il paraît que c'est infect. Hein. Mais il y a aussi vitamine K3 qui est produit de synthèse, mais on ne va pas en parler ici. Et donc, cette vitamine K2 qui nous intéresse ici, MK7, ménaquinone 7, elle a une action sur la stimulation de fixation du calcium et formation de cristaux de hydroxyapatite, donc qui se fixe donc sur la trame protéique de l'os. Et cette ostéocalcine, elle est sécrétée par les cellules des ostéoblastes, donc les cellules qui font de l'os. Et en même temps, elle stimule aussi la synthèse de la ostéoprotégérine, la protéine OPG, qui inhibe la résorption osseuse. Donc, ça veut dire inhibe la résorption osseuse, elle empêche les ostéoclastes de s'activer pour venir ronger l'os derrière les ostéoblastes pour que donc cet os soit préservé au maximum. Et ce qui est très intéressant, deuxième action de cette vitamine K, c'est l'action par une autre protéine, MGP, matrix glycoprotéine, qu'elle a un effet sur les tissus mous, notamment les cartilages, les vaisseaux sanguins sur l'endothélium, sur les tissus mous, donc comme les tendons par exemple, où elle, au contraire, inhibe la calcification. D'accord? Donc, par un autre procédé. Donc, ici, on appelle athérocalcine. Alors, il y a beaucoup d'études donc, depuis les années 80 environ, l'intérêt pour cette vitamine K2 dans les problèmes donc, osseux en prévention de l'ostéoporose ou dans les préventions de la lathérosclérose, donc la calcification des vaisseaux sanguins. Voilà, donc je voulais vous citer juste ici deux études. Étude Framingham, c'était une étude américaine que pendant une quinzaine de 7 ans, ils ont suivi une cohorte dans une ville de Framingham et ils ont fait tout un cycle de dosage divers et variés, vitamine K, le style de vie, etc. Il s'avère que les personnes qui consommaient vitamine K beaucoup dans leur alimentation, donc il y avait un microbiote qui était correct et qui consommaient par exemple du soja fermenté, ils avaient 65% de risque de fracture en moins par rapport aux gens qui n'en consommaient pas.
Et au Japon, où c'est un plat traditionnel, le natto fermenté, le risque de fracture est inversement corrélé à la consommation donc, du natto riche en cette vitamine K2. Il y a aussi une autre étude qui a été faite sur les souris, souris axéniques, ça veut dire que les souris nées sans le microbiote. Donc, elles avaient un retard de croissance. On ne savait pas trop pourquoi. Et au moment où on a donc greffé le microbiote aux souris, elles ont recommencé à synthétiser donc la vitamine K2. Et donc, la croissance a repris et récupéré donc la croissance normale par rapport aux souris qui n'ont pas été privées de leur microbiote. Pareil, il y avait une étude qui était faite aussi aux Pays-Bas comme ça sur les enfants. Les enfants qui avaient une alimentation correcte, on s'est rendu compte qu'il y avait une croissance normale. Et les enfants qui manquaient de la vitamine K2 avaient un retard de croissance. Donc, le fait de supplémenter en la vitamine K2, les enfants attrapaient leur croissance. Donc, c'est vraiment très, très important pour notre santé osseuse. Le collagène, donc ça, c'est la protéine la plus abondante dans notre corps, qui constitue à peu près 30% de protéines totales de notre organisme. Il y a 3 types de collagène. Le plus abondant, c'est le type 1 qui se trouve dans la peau, les tendons et les tissus osseux. Le type 2 qui se trouve dans les cartilages. Le type 3 dans les muscles et parois des vaisseaux. Et il faut le savoir que le collagène diminue avec l'âge. Donc, synthèse du collagène diminue 1% par an à partir de l'âge de 30 ans. Donc, il faut veiller vraiment à avoir donc, alimentation équilibrée pour préserver le collagène qui est c'est la charpente de base, voilà, de notre appareil locomoteur. Donc, c'est la charpente de base sur laquelle nous fabriquons notre os. Et ça commence déjà donc dans la vie intra-utérine. Les enfants à la puberté, la croissance osseuse est de 35%. Donc, à partir de 11 ans par an, on augmente la 35% de la masse osseuse. Et donc, quand on est jeune, l'os est dense. Ce qu'on dit, ça veut dire que la charpente, elle est très dense, sur lequel donc les calcium, les hydroxyapatites peuvent se fixer pour lui donner donc de la solidité. À partir de l'âge de 30 ans, on a un plateau. Et puis, inéluctablement, à partir donc de 40 ans, 50 ans, il y a le déclin donc, de la formation osseuse, ce qu'on appelle ostéoporose. Et donc, c'est sous influence, par exemple, chez les femmes, c'est hormonal, donc beaucoup à la ménopause. Vous voyez la pente est raide, ça descend rapidement parce qu'il n'y a plus d'estrogène qui stimule donc les ostéoblastes pour leur activité. Et tout ce qu'on peut faire simplement, c'est de diminuer ce déclin pour un petit peu aplatir cette pente pour préserver au maximum notre os, pour qu'il soit le plus solide possible. Et donc, ostéoporose conduit évidemment à des fractures ostéoporotiques et c'est un vrai problème de santé publique. Vous voyez qu'on a à peu près 60 000 de fractures de vertèbres, de ce qu'on appelle des tassements vertébraux par an. 50 000 de fractures du col de fémur qui, grâce à des progrès de chirurgie orthopédique, ne sont plus un arrêt de mort pour les personnes âgées, pour les personnes à qui ça arrive. Et aussi, en troisième position, nous avons donc les fractures du poignet, c'est 35 000 cas par an environ. Et ça touche surtout des femmes, parce que bon, vous avez vu le facteur hormonal donc, est prédisposant pour cette accélération de perte osseuse. Et il y a environ 4 millions de femmes qui sont touchées en France et la moitié, ce sont des femmes après 50 ans et ça touche donc 15% des hommes. L'arthrose, ça touche des articulations, c'est la maladie rhumatismale la plus répandue. L'ostéoporose, on peut dire que c'est un vieillissement physiologique de l'organisme, mais arthrose, c'est une maladie la plus répandue. D'accord ? Ça concerne 3% des personnes à 40 ans et ça concerne plus de 80% après 80 ans.
Ça touche presque toutes les articulations, mais certaines articulations, il y a plus de prédispositions comme le genou, la hanche ou les lombaires. Il y a aussi au niveau des mains. Ça dépend. Donc, c'est là où il y avait l'usure de l'articulation, il y avait plus de pression au niveau de l'articulation. Donc là, l'arthrose est accélérée. D'accord. Ça consiste à une destruction progressive du cartilage suite à une inflammation chronique des chondrocytes, donc les ostéocytes, c'était les cellules osseuses. Dans le cartilage, on a des chondrocytes. Donc, qui sont une réponse à des traumatismes, des facteurs héréditaires ou la surpression. Donc, la surpression, par exemple, au niveau lombaire, ça crée une pression sur les disques, donc ils ne sont plus irrigués, donc il manque d'oxygène. Quand on manque d'oxygène, donc c'est le stress oxydatif qui s'installe. Stress oxydatif qui s'installe provoque donc sur les cellules environnantes donc du cartilage du disque. Donc, elle sécrète des cytokines inflammatoires et ça entretient encore cette inflammation. Et puis, pendant des années, ça conduit à l'érosion du disque. Et donc, la déformation et puis donc le trouble fonctionnel qui arrive à la fin. On peut dire aussi, vu que c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie liée à la perméabilité intestinale. Donc ça, ce sont donc des toxines intestinales qui partent donc dans l'organisme. Ils aiment bien les articulations et donc les anticorps s'y fixent avec ces toxines pour les neutraliser et les complexes anticorps antigènes se déposent dans les articulations. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette maladie maladie de l'encrassage. Donc, vous voyez ici donc, le genou, cartilage normal, bien épais, bien élastique, qui, avec l'usure et les pressions répétées, par exemple par le surpoids ou le sport intensif, il diminue, il s'affine avec l'âge, donc il se régénère de façon moins régulière. Il y a donc la déformation au niveau donc de la régénération de ces cartilages. Ça crée après des dépôts, des fibrines qui causent déjà des douleurs. Et puis à la fin, donc l'arthrose phase terminale, c'est qu'il y a une destruction totale du cartilage et il y a quand même un remodelage du cartilage, mais il ne se fait pas de façon très physiologique et ça crée ce qu'on appelle des ostéophytes. Donc sur les radios, vous pouvez voir, c'est marqué souvent les ostéophytes, ce sont des petites excroissances du cartilage qui n'est pas le cartilage qui devrait l'être. Okay, et on n'a jamais de même s'il n'y a plus de cartilage, il n'y a jamais de raidissement complet de l'articulation, mais il y a simplement une gêne fonctionnelle et surtout une douleur de l'articulation parce que la synoviale est très innervée et donc l'inflammation aggrave encore cette douleur et c'est pour ça que les personnes souffrent en fait de la douleur. Voilà, et on arrive donc aux tendinopathies, qui sont donc les maladies de ces bouts de tissu de collagène qui fait que le muscle s'accroche à l'os. D'accord. Et donc ça, les problèmes viennent quand les étirements se font de façon répétée, pas ergonomique, lors des contractions des muscles qui tirent sur l'os. Et donc on peut distinguer en fonction comment ça se situe les anthésopathies sont juste au niveau de la jonction du tendon qui s'accroche à l'os. Il peut y avoir donc le corps au milieu du tendon, ou il peut y avoir les ténosynovites, qui sont, c'est la gaine dans laquelle se trouvent les tendons qui s'enflamment et souvent les épanchements qui se localisent à ce niveau-là. Et grande particularité de la tendinopathie, c'est vrai que c'est des mouvements répétés, c'est l'usure, cette inflammation, trop de pression, mais elles surviennent surtout sur un terrain acidifié. Donc, soit par le stress, soit par la boisson insuffisante, soit par alimentation
acidifiante non adaptée. Donc, la personne, par exemple, qui a des tendinites, du coup, en même temps, plus les douleurs des cervicales, plus un peu mal au genou, donc on peut être sûr que c'est un terrain acidifié et donc il faudrait remettre en question vraiment donc son alimentation. Commencer à boire beaucoup d'eau pour un peu éliminer les toxines, tout cet acide qui se cristallise au niveau des tendons. Voilà. Et donc ici, nous avons la détérioration du collagène, qui est la base donc, des structures des tendons, qui peut aboutir donc, par cette inflammation soit à la rupture du tendon par l'inflammation chronique, ou aussi s'il y a un choc important, donc il peut y avoir une rupture des tendons d'Achille, rupture par exemple des ligaments de cheville, au niveau de l'épaule, enfin toutes les articulations. Les ruptures de grosses articulations, ce sont des ruptures qui sont violentes et le traitement est chirurgical. Hein. Donc là, au niveau nutritionnel, on pourrait juste accompagner la cicatrisation et c'est déjà très bien. Mais aussi, nous avons souvent des calcifications qu'on voit à la radio ou à l'échographie. Ça, c'est par exemple classique dans les tendinopathies de l'épaule, hein, tendinopathie calcifiante de l'épaule, on retrouve des petites calcifications. Donc ça, ces cristaux liés à des poussées de tendinite, ils sont tellement cristallisés qu'ils finalement, ils se sont calcifiés. Donc ça fait des petites calcifications. Donc si ce n'est pas enflammé parce qu'il n'y a pas de l'acidité dans le terrain, sont asymptomatiques. Mais dès que la personne s'acidifie, ça s'enflamme et puis donc il y a une souffrance. Donc les facteurs favorisants ici, donc nous avons l'ergonomie au travail. Donc là c'est le tennis elbow du tennisman, c'est le mouvement répétitif qui donc met sous tension ces tendons, qui finalement la fatigue, il ne peut pas se régénérer suffisamment, il n'est pas suffisamment hydraté, il n'y a pas le turnover suffisant des nutriments et l'évacuation des toxines. Et donc, ça crée l'inflammation. Les chaussures inadaptées, eh oui, mais c'est un risque à prendre, hein. Les traumatismes. Et aussi, il y a beaucoup de iatrogénie dans les tendinopathies. Donc, les infiltrations aux corticoïdes ou un traitement des corticoïdes au long cours fragilise énormément les tendons. Les antibiotiques, les quinolones aussi, c'est décrit et c'est assez fréquent, qui peut donner même des ruptures de tendons d'Achille. J'ai eu un patient à qui on a donné des antibiotiques, il s'est fait une rupture de 2 tendons d'Achille après prise de quinolone, donc il faut faire attention. Et les anabolisants, parce que ça stimule donc de façon exagérée et non équilibrée, donc le renouvellement osseux mais ça ne suit pas derrière, vous voyez, avec l'apport de tous les micronutriments pour que la régénération s'efface sans dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une fatalité de toutes ces pathologies? Est-ce qu'il y a uniquement des anti-inflammatoires pour les soigner? Ben non. Il y a les traitements naturels qui existent, évidemment. Donc, en plus de toutes les mesures posturales, ergonomie du travail, réhydratation. Mais donc, pourquoi je suis désolée, mais je vois que j'ai des traits sur ma... C'est pas moi. Alors, précédente, voilà, hop. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, alimentation en priorité. Donc, évidemment, on commence toujours par l'assiette. Donc, s'hydrater correctement. Donc, alimentation toujours alcalinisante et anti-inflammatoire. Donc, toujours plein de les fruits et légumes alcalinisants. Donc, vous savez, c'est plus ils sont petits, plus ils sont rouges, plus ils sont riches en polyphénol, anthocyanes et d'autres anti-inflammatoires. Et plus ils sont aussi antioxydants pour éliminer toutes ces toxines, parce que l'arthrose, c'est une maladie inflammatoire. Donc, on a besoin des antioxydants pour désoxyder tout ça, pour lever cette inflammation. Donc là, c'est l'alimentation anti-inflammatoire et antioxydante.
Donc, évidemment, pour ne pas aggraver le problème, donc, limiter au maximum les sucres rapides qui, eux, déjà sont acidifiants. Les aliments ultra transformés, forcément, ils sont pauvres en micronutriments, en fibres ou en antioxydants. Et ce qui est très important, notamment en cas d'arthrose, il faut prendre en compte des intolérances alimentaires parce que ça justement abîme le microbiote et ça peut donc aggraver la formation des ostéophytes et dégradation du cartilage par justement ces complexes antigènes, anticorps qui se déposent dans les articulations ou par des poussées inflammatoires. Dès qu'il y a la dysbiose au niveau de l'intestin qui s'aggrave, pof, les patients vous disent ouais, ça y est, pendant 2 jours j'étais en week-end chez ma famille, j'ai mangé des gâteaux parce que c'était l'anniversaire, ben, ils le payent tout de suite, 2 jours après, ils ont mal dans toutes les articulations, une poussée d'arthrose arrive. Et voilà, donc il faut équilibrer à ce niveau-là. Donc, on va commencer par les protéines, qui sont quand même la base donc, de la structure de notre appareil locomoteur, de notre charpente. Donc, il faut équilibrer apport en protéines, veiller à manger suffisamment. Donc, 1 gramme, 1,5 gramme par kilo du poids par jour. Donc, aliments riches en collagène, ça va de soi. Donc, là, on a ici des produits animaux. Donc, la méthode des grands-mères à faire bouillir les os en même temps qu'on fait bouillir la soupe parce que c'est le collagène des os qui va dans le bouillon et si nous le consommons derrière, c'est un apport naturel en collagène. Dans notre alimentation aujourd'hui, nous voyons quasiment jamais l'os et donc notre apport en collagène aujourd'hui peut être quasi nul. Donc, c'est intéressant d'enrichir donc notre alimentation avec le collagène d'origine osseuse animale, mais également manger des petits poissons avec les arêtes comme des sardines. Donc, le cartilage du poisson est également riche en collagène. Et nous pouvons en bénéficier. Moins de viande et fromage, pourquoi? Parce que c'est acidifiant. Ça contient du calcium, mais c'est quand même acidifiant, donc jamais sans les légumes, parce que pour compenser ce côté acidifiant, donc veillez à avoir à peu près pour 20 grammes de protéines, 200 grammes de légumes pour garder l'équilibre acide-base, d'accord? Évidemment, les bonnes graisses oméga 3 que j'affectionne tant, donc nous avons le plus simple, c'est l'huile de colza, par exemple, margarine végétale Saint-Hubert, c'est l'huile de colza. Nous avons l'huile de lin, les fruits à coque, noix, amandes, noisettes, les petits poissons gras, ils ont toute leur place dans cette alimentation. Ça, c'est pour diminuer donc état inflammatoire qui aggrave tous ces troubles ostéotendineux. Donc, prendre soin du microbiote, évidemment. Donc, veiller suffisamment à avoir de fibres prébiotiques. Ah, je sais pas pourquoi. Ça, il y a j'ai un fantôme qui me dessine sur l'écran. Les prébiotiques qui nourrissent nos bonnes bactéries intestinales, qui nous, on profite ensuite de tous les métabolites et donc du signaling au niveau de l'inflammation et de notre immunité. Mais nous avons aussi dans notre alimentation possibilité de manger les produits lactofermentés qui nous fournissent directement des probiotiques ici, hein, donc des produits lactofermentés. Donc, dans le sud, nous pouvons avoir des olives. La choucroute, c'est plutôt en Alsace, ou des yaourts lactofermentés comme yaourt à la grecque. Ce sont les plus sympas. Et encore une fois, attention aux intolérances alimentaires. Donc, dans le cas d'arthrose, surtout le plus embêtant, ça, ce sont les intolérances aux produits laitiers et au gluten, qui, lui, aggrave donc la perméabilité intestinale et qui peut aussi créer des complexes qui se déposent dans les articulations et des produits laitiers. Donc, ce sont des grosses molécules qui passent la barrière intestinale et donc, pareil, créent la réaction inflammatoire donc, qui aggrave donc problème d'inflammation, acidité au niveau de l'organisme.
Ensuite, nous allons passer aux micronutriments. Donc, nous avons calcium, potassium, magnésium et le silice pour bonne ossification et bonne calcification donc, au niveau des os. Les silicium, donc c'est nécessaire pour donc, assurer la solidité de l'os. Lui ne fait pas partie du système tampon, donc lui il reste sur la charpente. Toute cette fixation des minéraux, elle intervient grâce à des vitamines D, la vitamine K2 qui favorise donc la formation osseuse et potentialise encore plus l'action de la vitamine K sur l'os. Donc, il faut faire attention ici si personnes sont sous traitement de antivitamine K. Mais encore une fois, les doses 150 microgrammes par jour, il n'y a pas d'influence sur le temps de coagulation que les personnes surveillent, mais il faut juste peut-être refaire le dosage un peu plus souvent pour s'adapter au dosage. Et la vitamine A et les vitamine A, c'est un cofacteur indispensable de la vitamine D parce que nous pouvons consommer suffisamment de la vitamine D, mais si on ne supplémente pas avec la vitamine A qui peut être en carencée parce que nous mangeons par exemple pas suffisamment donc des carottes, de courges ou des poivrons, la vitamine D ne fera pas son effet parce qu'elles n'iront pas se fixer sur les récepteurs pour stimuler la synthèse des protéines pour lesquelles elles sont programmées. D'accord? Et la vitamine C, encore une fois, indispensable donc, pour la bonne synthèse du collagène. Facteur la carence provoque donc l'ascorbut, il ne faut pas oublier. Ensuite, la phytothérapie. Donc ici, les plantes réminéralisantes comme prêle et ortie ont toute leur place pour favoriser justement minéralisation osseuse pour leur solidité et bonne régénération. Nous avons aussi donc, des plantes anti-inflammatoires comme la sole, Arpagophytum ou l'angélique. Et les plantes cicatrisantes, il y a Centella, il y a Mumio, et évidemment avec tout le soutien nutritionnel qu'on peut supplémenter également, donc avec la collagène, acide hyaluronique et chondroïtine et glucosamine pour la bonne santé articulaire. Alors, quelques mots donc sur la phyto. On va faire le tour donc des plantes. Arpagophytum, plante, une des plus connues donc, dans la pharmacopée donc des rhumatologues. Le nom, c'est très intéressant à savoir. Harpagos, c'est le grappin, c'est lui qui s'accroche aux pattes de chevaux. On peut l'appeler aussi la griffe du diable parce qu'en fait, les fruits d'Harpagophytum, ils ont des petits crochets qui leur donnent donc cette forme et pour cette raison, on les a appelés comme ça. C'est une plante qui vit donc sur les sols arides d'Afrique, qui peut s'étendre sur 1,50 m environ, et les grosses racines qui vont à 3 à 10 cm dans l'eau, en profondeur, et qui forment des tubercules collatéraux. Donc c'est incroyable comment cette plante vivant dans un milieu aussi aride puisse être aussi riche en de nombreux antioxydants qui ont une action anti-inflammatoire. Donc, le plus intéressant, c'est Harpagoside, qui a les propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antispasmodiques, qui peut être intéressant parce que si on a les problèmes d'arthrose, de lombalgie ou de tendinite, si on arrive à décontracter les muscles environnants donc de l'articulation, ça soulage les patients. Il y a aussi donc, plein de flavonoïdes comme l'utéroïde ou des camphres ou des phytostérols, cytostérine, sigmastérine, d'autres antioxydants qui potentialisent l'effet anti-inflammatoire donc de l'arpagosite. De nombreux minéraux aussi comme calcium, magnésium, fer, potassium et le phosphore font aussi partie donc, du panoplie du Arpagophytum.
Nous avons aussi un petit peu de vitamines, bêta-carotène, vitamine C, tous les vitamines de groupe B, donc qui jouent comme les cofacteurs dans le métabolisme des cellules. Il y avait une étude qui était très intéressante effectuée en 2007. On a comparé l'arpagophytum à des anti-inflammatoires classiques et on s'est rendu compte que les personnes qui prenaient apagophytum pendant 8 semaines, il y avait une nette diminution des douleurs et chez certains patients, ça a conduit à l'arrêt de traitements médicamenteux anti-inflammatoires qu'ils prenaient auparavant. Donc, c'est une vraie alternative à des douleurs articulaires, à des douleurs rhumatismales sans effet secondaire. L'autre plante fantastique donc, en rhumatologie, c'est de la saule. La saule, donc, on utilise les écorces des pousses jeunes âgées de 2-3 ans et c'est une véritable aspirine anti-inflammatoire utilisée donc, depuis des millénaires pour faire baisser la fièvre. Le principe actif, donc, c'est salicyline, qui n'est rien d'autre qu'acide salicylique, donc aspirine naturelle. C'est mieux quand même que la synthétique parce qu'elle est également dans son effet, dans l'extrait de l'écorce, nous allons trouver également donc, des antioxydants comme flavonoïdes, quercétol, lutéoline, encore une fois, isocortisoïdes. Nous avons aussi des tannins et d'autres composés phénoliques. Et donc, l'effet de l'aspirine, ça joue sur la cascade inflammatoire surtout l'arthrose, dans les rhumatismes et aussi donc dans les lombalgies. D'accord. Après Angélica archangelica, qui est appelée l'herbe des anges, ça vient en fait de certains parfums qui est dégagé par les éthers tanin éthérique qui contient donc s'il y a une concentration d'angélique dans le pré, donc ça peut sentir très bon et sont très riches en fait en antioxydants polyphénol coumarine qui ont des propriétés pour tonifiantes, stimulantes au niveau de l'appétit, aussi donc diminuer le tonus musculaire, donc sont relaxantes et action donc diurétique détoxifiante, donc pour drainer un petit peu les toxines et élimination, ça peut être très profitable. Et Mumio, Shilajit, Asphaltum punjabianum, ça veut dire Shila en sanskrit, ça veut dire le roc. Ça, c'est un petit bijou, cette substance, parce qu'on ne sait pas trop si c'est une substance origine minérale ou végétale. Ça a mis des millénaires pour se constituer. Ça a poussé donc loin de la pollution au fond des rochers, qui en fait c'est un mélange des substances minérales de la roche avec du humus qui a fermenté, qui est stationné pendant des millénaires donc, au fond des rochers, qui pendant la période d'été, avec le réchauffement, ils soignent le long des rochers. Et c'est comme ça, donc, sur les plateaux d'Himalaya ou de Caucase, on peut le cueillir, donc pas moins de 2000 mètres d'altitude. C'est un véritable bijou en médecine ayurvédique parce qu'il contient pas moins de 95 substances minérales, également tous les acides aminés et l'avantage c'est qu'ils sont ioniquement chargés, donc directement assimilés de l'organisme, n'ont pas besoin de transporteurs actifs. Donc tout ce qui est dans Mumio est assimilé par notre organisme, donc nous en profitons directement. Donc, on a un statut de super-aliment qui aussi potentialise et fait d'autres compléments. Donc si on l'associe au coenzyme Q10, il augmente la production d'énergie dans le cerveau de 56% et dans les muscles de 144%. Donc, personnes fatiguées avec mal au dos chronique, par exemple, on associe avec un petit peu de Mumio, vous voyez, la régénération déjà du tissu cartilagineux, mais la régénération des tissus environnants et puis regain d'énergie sont vraiment flagrants.
les principes actifs sont acide humique et acide fulvique. Donc, c'est une vraie rareté, Mumio. On le trouve très peu dans les compléments alimentaires, vu de sa disponibilité. On ne peut pas le synthétiser, donc c'est une rareté. Mais les vertus sont vraiment pléiotrope, il agit à plein de niveaux, donc il augmente la longévité. C'était un baume des tsars qui le consommait vraiment avec parcimonie, améliore la mémoire et les capacités cognitives, diminue les allergies, problèmes respiratoires, une activité anti-inflammatoire et analgésique, stimule activité, la force, fertilité masculine et l'endurance, donc tout ce qu'on veut pour avoir donc les os solides, aide à dissoudre les cristaux de calcium qui se déposent sur nos tissus, donc en dehors de l'os. Même dans notre cerveau, lorsque nous subissons le stress ou des agressions dans notre environnement. Donc, vous voyez, les capacités de régénération de l'organisme avec du Mumio sont vraiment énormes. Et donc, deuxième composant, donc acide fulvique, l'effet bénéfique sur la glycémie et diminution de l'oxydation. Et oui, quand c'est le stress oxydant qui est à l'origine donc de l'inflammation qui aggrave les problèmes de l'arthrose, ça aide vraiment. Donc, ensuite, pour cicatriser, nous allons Gotu Kola ou Centella asiatica. Hydrocotyle, c'est une autre plante ayurvédique qui est riche en antioxydants et minéraux. Et sa particularité, c'est qu'elle augmente la prolifération des cellules souches, donc régénération des tissus. Et propriétés anti-inflammatoires, donc dans la douleur au niveau un peu partout dans le corps. Et vu la régénération des cellules souches, donc augmentation, donc régénération des tissus et même au niveau d'un système nerveux central. Quand on sait que des douleurs chroniques des tendons viennent des terminaisons nerveuses qui se trouvent donc dans les tendons, donc si on arrive à régénérer ces terminaisons nerveuses au niveau stimulé nerveux, donc on arrive à court-circuiter le problème des douleurs chroniques qui sont faites en fait les voies de signaling nerveux qu'on n'arrive pas trop à gérer. Donc ça, c'est vraiment une grande aide là-dedans. Il y a une petite erreur de diapo. Bon. Et pour finir, nous avons donc les plantes réminéralisantes comme ortie, la prairie des champs, les pousses de bambou, qui sont très riches en silicium organique, qui favorisent donc la reconstruction de cartilage dans l'arthrose, favorise la fixation du calcium dans l'ostéoporose et entretient l'élasticité des tissus conjonctifs. Donc, pas uniquement des tendons, mais on nous a aussi de la peau et les vaisseaux sanguins. Donc, c'est utile de donner ça pour régénérer les vaisseaux sanguins, pour la meilleure compliance des vaisseaux qui sont plus élastiques, donc la contraction se fait mieux et on évite les maladies cardiovasculaires. Et donc l'effet de donner les silicium pour la fixation du calcium et la reconstruction du cartilage a pour effet donc diminution des douleurs articulaires. Et voilà. Et donc pour finir, tous ces produits, nous trouvons facilement dans nos produits Duolife. Donc, pour commencer, terrain acide, je vous en ai assez parlé. Donc, pour garder équilibre acido-basique, le prodéacide a sa place de choix. Avec le choix de produits alcalinisants, il est vraiment une grande aide pour les tendinites chroniques, pour un terrain acidifiant, pour régénérer, pour diminuer donc de cette acidité et arrêter la résorption osseuse pour l'effet tampon. Okay. Ensuite, collagène. Donc, à conseiller au long cours pour les personnes qui souffrent donc d'ostéoporose pour refaire la trame osseuse.
ou pour l'arthrose. Il y avait une étude qui a été effectuée par un fabricant de collagène. Il donnait du collagène aux sportifs pendant 1 an et il y a une gain de l'épaisseur du cartilage constaté sur les radios et les IRM au bout d'1 an. Donc, ils ont gagné 5 mm en fait, de l'épaisseur du cartilage, ce qui est énorme. Donc là, on vise du long terme. Et donc, ça, c'est une association du collagène qui est d'origine marine, donc hydrolysa du collagène, donc fait facilement assimilable sans transporteur au niveau intestinal, donc très bien assimilé, bien supporté, et avec les pousses de bambou, prêle des champs qui sont et orties, donc qui sont réminilisantes. Et la mangue, c'est un cofacteur donc, qui contient de la chitine aussi, qui favorise donc, la minéralisation. Et prostique. Ah oui, je voulais vous dire aussi, la mangue dans le collagène, ça aussi une action. Ah, je ne vais pas dans le bon. Ah, pardon, non, précédente. Oups, excusez-moi, je ne suis pas la championne des précédentes. Alors, il y a l'extrait de mangue qui contient de la chitine qui contient de la chondroïtine et glucosamine qui sont indispensables donc de la bonne santé des cartilages. Donc, prostique, ça c'est un produit phare dans la santé osseuse du Whole Life, donc, qui contient donc, du mumiochilagite. Pour toutes vous avez vu les qualités antioxydantes, pour toutes les qualités régénérantes. Donc, nous avons arpagophyton anti-inflammatoire, angélique qui donc synergique avec les autres, la sole donc réminéralisante et Centella asiatica, si elle stimule donc la régénération des les cellules souches, donc ostéoblastes, chondrocytes, et au niveau des tendons et même des cellules nerveuses, donc permet vraiment nette diminution des douleurs. Et nous avons Fantastic Liquid Gold. Je vais reprendre l'expression du docteur Kardach de la dernière fois, qui a dit Liquid Gold, c'est un produit qui est fait autour de la vitamine K et autour de la vitamine D, avec l'assortiment des autres huiles qui sont là juste pour l'accompagner et pour harmoniser le produit. Certes, pour apporter beaucoup d'oméga 3, donc qui ont cette action anti-inflammatoire, mais vraiment, le fait qu'il y a la vitamine K2 et la vitamine D qui soient dedans, c'est un produit vraiment de choix par exemple dans l'ostéoporose avec collagène pendant plusieurs mois. C'est un très très bon choix. Même pour la santé cardiovasculaire, pour les personnes qui ont un peu d'athérosclérose, on peut leur donner du liquide gold, mais là on vise vraiment encore une fois du long terme. Donc l'étude chez les femmes sur 2 ans a donc améliorer l'élasticité osseuse et empêcher donc la calcification des artères coronaires de 30%. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est vraiment un petit bijou ces produits. Donc il faut avoir en tête quand on a des problèmes de calcification, donc par exemple tendinite calcifiante, vitamine K2 pendant 2-3 mois aussi, ça peut être un très bon choix. Voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup.